la nouvelle arriva un mardi, portée dans une enveloppe d'une qualité si saisissante qu'elle semblait une offense au pain taché de la table de location de Madame Reeves. Le papier était épais comme de la crème, le sceau d'un bleu profond et impitoyable, empreint d'un couronnement qu'elle ne reconnut pas. Un instant, Edith se contenta de la regarder. Les nouvelles dans sa vie étaient rarement bonnes et jamais grandioses. C'était la note du boucher, un mot de sa logeuse concernant l'humidité de l'office, une lettre du cousin de son défunt mari s'enquérant avec une politesse ennuyeuse de ses finances déclinantes. Celle-ci était différente. C'était un objet venu d'un autre monde. Elle fendit le seau avec le petit couteau pratique qu'elle utilisait pour ses raccommodages. L'écriture à l'intérieur était un témoignage d'une époque révolue, une écriture élégante et arachnéenne, pleine de pics aigus et de boucles gracieuses, tracée par une main qui n'avait jamais connu un jour de labeur. Madame Reeves, commençait-elle sans préambule. Je suis informé par mon homme d'affaires à Londres que vous êtes une femme de bien, de bon sens et de nature pratique, récemment veuve et cherchant une situation. Il parle de votre caractère en des termes qui, pour un avocat, frisent l'enthousiasme. J'ai besoin d'une compagne. Ma santé est variable. Mon caractère, m'a-t-on dit, ne l'est pas. L'air de la campagne ici, dans le Yorkshire, est tonique. La société est inexistante, ce que je considère comme une bénédiction. Mon offre est de 300 livres par an, avec logement et pension complet dans mon domaine de Westbourne. Vos devoirs seront légers. Votre principale responsabilité sera de me supporter. Il y a la question de mon petit-neveu, le duc de Witch, dont c'est la maison. Vous le trouverez privé. Sa réclusion est une affaire de longue date. Cela n'a pas à vous concerner. J'exige que vos services commencent dès que possible. Un carrosse sera arrangé des réceptions de votre acceptation. La douairière duchesse de Witch. Edith lut la lettre 2 fois. 300 livres. C'était une fortune. C'était l'indépendance, la sécurité. C'était la fin de la pitié collante dans les yeux de ses parents, et du constant calcul grinçant pour faire durer sa petite pension de veuve. Westbourne, le duc de Witch. Le nom était un écho faible d'un monde qu'elle n'avait jamais fait qu'effleurer, un grand titre, une vieille famille. Elle se souvenait de son mari Arthur, un médecin dont la clientèle servait les marges de l'aristocratie, mentionnant le nom une fois, le duché de Witch. Un héros de la péninsule, l'avait-il appelé il y a des années. Puis plus rien. Le nom avait disparu des journaux, des potins que son mari rapportait parfois à la maison comme un bibelot étrange et inutile, comme si l'homme lui-même avait cessé d'exister. Sa réclusion est une affaire de longue date. La phrase était un chef-d'œuvre de litote aristocratique. C'était une porte fermement close. C'était un avertissement. Cela signifiait des potins, des murmures et une profonde tristesse non dite. Edith, dont la propre vie avait été sculptée par le chagrin, n'en avait pas peur. Ce qu'elle redoutait, c'était la pauvreté, l'érosion lente et rampante de sa personne jusqu'à un état de dépendance. Elle regarda autour d'elle la petite pièce soignée. Ses livres, les textes médicaux d'Arthur à côté de ses propres volumes de poésie, étaient rangés avec ordre. La chaise où elle était assise était la sienne, le petit bureau d'écriture le sien. C'étaient les derniers vestiges d'une vie qui avait été pleine, et puis soudain ne l'était plus. Arthur avait été un homme bon, un homme gentil. Sa mort d'une fièvre soudaine avait été une amputation brutale. Elle l'avait laissé avec une compétence d'esprit et un vide douloureux là où avait été la compagnie aisée de son mariage. Elle avait 28 ans et avait le sentiment d'avoir déjà vécu une vie entière. Une compagne pour une douairière. C'était un destin respectable, un rayonnage silencieux d'une vie qui n'avait pas encore atteint la moitié de son cours. Mais la lettre laissait entendre quelque chose de plus. L'air tonique, la société inexistante, et le duc reclus. La phrase censée être un frein était pour Edith un étrange appât, un problème à observer, sinon à résoudre. Son esprit, formé par Arthur aux arts du diagnostic, à chercher la cause profonde sous le symptôme, était intrigué. Elle ne délibéra pas longtemps. La praticité était le fondement de sa nature. Elle prit une feuille de son propre papier plein et respectable, trempa sa plume et écrivit son acceptation. Elle informa la douairière duchesse qu'elle serait prête à voyager dans une semaine. La semaine passa dans un flurry d'activités silencieuses. Elle régla ses comptes, emballa ses quelques malles et vendit les meubles qu'elle ne pouvait emporter. Dire adieu au poids familier du bureau d'Arthur fut la partie la plus dure. Cela ressemblait à une sévrance finale. Elle se tint dans la pièce vide, la clé à la main, et ressentit une pointe de pure peur.
Elle s'avançait au bord de son monde connu. Le carrosse qui arriva n'était pas simplement un carrosse. C'était une déclaration, laquée d'un noir si profond qu'il semblait boire la lumière, avec la crête ducale sur la portière. Il était tiré par 4 grises parfaitement assorties. Le monde de Westbourne avait tendu la main et l'avait revendiqué. En s'installant contre les coussins de velours moelleux, le luxe purement inconscient de la chose était désorientant. C'était le genre de richesse qui n'avait pas besoin de s'annoncer. Elle était simplement. Le voyage vers le nord fut long. L'Angleterre se déroula hors de sa fenêtre, les champs soignés du sud cédant la place à la beauté plus austère et dramatique du nord. Les routes empirèrent, les collines se firent plus raides. Enfin, après 3 jours de voyage, le carrosse quitta la grande route de poste pour un chemin privé. Ils passèrent des grilles de fer forgé magnifiques, légèrement affaissées sur leurs gonds et vertes de lichen. L'allée au-delà était ornirée, les grands chênes et hêtres qui la bordaient poussant trop près, leurs branches s'enchevêtrant au-dessus, créant un long tunnel vert. Le parc de chaque côté était beau mais sauvage, l'herbe trop haute, la fougère rampant depuis les bords. C'était un domaine d'une taille immense et d'une négligence immense. Il avait l'air d'un endroit qui retenait son souffle. Puis la maison apparut. Westbourne n'était pas belle. Elle était magnifique. Une vaste édifice ramifié de pierres grises, construite au fil des siècles. Elle commandait le paysage avec une sorte de domination broyeuse. Sa multitude de fenêtres regardait comme des yeux vides. Seule une petite section de l'aile ouest montrait quelques signes de vie. Le reste de la maison était fermé, sombre, endormi. Une maison en deuil d'elle-même. Le carrosse s'arrêta devant l'entrée principale, les sabots des chevaux résonnant dans le silence profond. Un laquais, sa livrée immaculée mais usée, ouvrit la portière. Alors qu'Edith descendait, les grandes portes de chêne de la maison s'ouvrirent, et un majordome qui semblait aussi ancien et solide que la maison elle-même se tenait prêt. « Madame Reeves, dit-il d'une voix grave et basse. Bienvenue à Westbourne. Sa grâce la douairière duchesse vous attend. » Il la conduisit à l'intérieur. L'échelle du hall d'entrée était à couper le souffle. Il s'élevait sur 2 étages jusqu'à un plafond à caisson d'où pendait un grand lustre couvert de poussière, comme un fossile. L'air était froid, immobile, et sentait la pierre, la cire d'abeille, et quelque chose d'autre, le faible parfum sec du désuétude. Ses pas et ceux du majordome étaient les seuls sons. C'était plus silencieux qu'une église, un mausolée. Ils passèrent porte close après porte close. Des portraits de Bohurst morts depuis longtemps, en fraises, perruques et armures, suivaient sa progression depuis les ombres, leurs yeux peints semblant la suivre. Le silence n'était pas paisible. Il était lourd, pesant. Enfin, le majordome s'arrêta et ouvrit une paire de doubles portes. « Madame Reeves, madame. » La pièce où elle entra fut un choc. Là où le reste de la maison était sombre et froid, cette chambre était remplie de lumière et de chaleur. Un feu flambait dans l'âtre, et chaque surface était encombrée de livres, de travaux d'aiguilles, de figurines de porcelaine et de pots de plantes en fleurs. C'était une île de vie défiant dans une mer de sommeil. Au centre de tout cela, dans un fauteuil à oreilles à haut dossier, était assise une femme qui ne pouvait être que la douairière duchesse de Witch. Elle était minuscule, ancienne, et vêtue d'une soie noire sévère qui rendait les diamants à sa gorge et sur ses doigts noueux d'autant plus brillants. Son visage était un fin réseau de rides, mais ses yeux, d'un bleu intelligent et saisissant, étaient très vivants. « Alors, dit la douairière, sa voix claire et nette. Vous êtes Madame Reeves. Vous êtes plus jeune que je ne m'y attendais. J'ai 28 ans, votre grâce, répondit Edith en faisant une petite révérence. Un excellent âge. Assez vieux pour avoir du sens, assez jeune pour ne pas être fixé dans vos habitudes. Asseyez-vous, mon enfant. Le voyage est une épreuve. Vous prendrez du thé. Ce n'était pas une question. Le majordome, qui attendait silencieusement, se retira. Edith s'assit dans le fauteuil en face de la douairière, le dos droit. Elle se sentait comme si elle était évaluée, pesée et mesurée. Mon homme d'affaires vous a décrite comme pratique, continua la douairière, ses yeux perçants ne manquant rien. L'êtes-vous? Je le crois, votre grâce. Bien. Je n'ai pas de temps pour les crises de nerfs. Et vous êtes la veuve d'un médecin. Avez-vous appris quelque chose de votre mari? Quelque chose d'utile, je veux dire, pas seulement comment facturer ses patients. La question était brutale, presque impolie, mais Edith trouva qu'elle ne s'en souciait pas.
C'était un soulagement après les condoléances soigneusement voilées dont elle s'était enlacée. Je l'ai assisté dans ses comptes et dans la direction de sa pharmacie. Je connais un peu les herbes et la préparation des teintures. Et je sais écouter. La douairière fit un court hochement de tête sec, comme si Edith avait passé un test. Écoutez. Un art perdu. La plupart des gens attendent simplement leur tour de parler. Le thé arriva, apporté par une servante à l'air nerveux. La douairière duchesse versa d'une main ferme, la fine porcelaine cliquetant faiblement. Pendant quelques instants, elles restèrent en silence, les seuls sons le crépitement du feu et le tic-tac d'une grande horloge dans le coin. Westbourne n'est plus ce qu'elle était, dit brusquement la douairière en regardant le feu. Cette maison était autrefois le cœur du comté. Musique, rire. Maintenant. Elle s'interrompit, sa bouche se resserrant. Maintenant elle dort, comme son maître. Elle reporta son regard sur Edith. Mon petit-neveu, William, le duc. Vous le verrez, ou peut-être ne le verrez-vous pas. Il se tient dans sa propre aile. Il dîne seul. Il ne parle à personne sauf à son valet et à son homme d'affaires. Et à moi quand il le doit. Je comprends, votre grâce, dit Edith tranquillement. La lettre était tout à fait claire. L'était-elle? Le sourire de la douairière était mince et humide. Non, Madame Reeves. Elle ne l'était pas. C'était une fiction polie. La vérité n'est jamais claire. C'est une chose embrouillée et misérable. La vérité est qu'une guerre que je n'ai jamais comprise a volé le garçon que je connaissais et a renvoyé, un duc. Un titre dans la forme d'un homme. L'intensité dans la voix de la vieille femme était saisissante. C'était la vraie raison pour laquelle elle était là. Pas pour lire à haute voix ou jouer aux cartes. Elle était un outil, un levier, amené ici pour forcer une porte qui avait été scellée pendant une décennie. Juste à ce moment, la porte du salon s'ouvrit. Un homme se tenait sur le seuil. Il était grand, plus large d'épaules que ne le dictait la mode actuelle, et vêtu d'un habit de super fin noir superbement taillé mais sévère. Ses cheveux étaient brun foncé, épais et indomptés, et son visage était une étude d'angle dur, une mâchoire forte, un nez droit, une bouche ferme. C'était un visage qui aurait pu être beau, mais qui n'était que formidable. Ses yeux, d'une nuance de gris clair et froid, balayèrent la pièce et se posèrent sur Edith avec une expression de faible dégoût glacial. Mais ce n'était ni son visage ni son allure qui retenait le regard. C'était son côté gauche. La manche de son habit était épinglée proprement, à plat contre son torse. Là où aurait dû être son bras gauche, il n'y avait rien. Il n'entra pas dans la pièce. Il se tenait en équilibre sur le seuil, une main reposant sur le cadre, toute sa posture un chef-d'œuvre de tension contrôlée. « Tante, dit-il. » Sa voix était un baryton bas, coupant et dépourvu de chaleur. « Vous avez une visiteuse. »« J'ai une nouvelle compagne, William, » répondit la douairière, son ton s'aiguisant. « Voici Madame Reeves. »« Madame Reeves, puis-je vous présenter mon petit-neveu, sa grâce le duc de Witch ?» Edith se leva et fit une autre petite révérence. Elle garda les yeux sur son visage, non sur son épaule. C'était un choix délibéré. Elle ne serait pas l'une de celles qui fixaient. Le duc fit un hochement de tête si infinitésimal qu'il était presque une insulte. Son regard ne s'attarda pas sur elle. C'était comme si elle était un meuble que sa tante avait acquis, et un meuble indésirable en plus. « Je fais confiance à ce qu'elle sera à l'aise, » dit-il, les mots adressés allèrent entre eux. « Elle le sera, » claqua la douairière. « Pas grâce à l'état de l'aile des invités. J'ai fait préparer des chambres pour elle ici, dans cette partie de la maison. » Un éclair de quelque chose irritation, ressentiment traversa son visage. « Comme vous voudrez. » Il ne dit pas un autre mot. Il se tourna simplement et disparut, ses pas s'éloignant dans le long corridor silencieux. Le vide qu'il laissa derrière lui était plus puissant que sa présence ne l'avait été. Edith se rassit lentement, son cœur battant un peu plus vite qu'elle ne l'aurait souhaité. Elle l'avait vu. Le reclus, le héros blessé, et elle avait vu dans ses yeux non de la tristesse, mais une rage profonde, froide et sans fond. La douairière soupira, un long son lasse. « Eh bien, dit-elle, sa voix soudain fatiguée. Maintenant vous savez. Voilà le duc de Witch. Et voilà, Madame Reeves, le cœur de Westbourne. » Les premières semaines passèrent dans un rythme étrange et silencieux. Les devoirs d'Edith étaient, comme la douairière l'avait promis, légers. Elle lisait les journaux le matin,
écrivait des lettres pour la vieille dame l'après-midi, et s'asseyait avec elle le soir, parfois en parlant, parfois dans un silence de compagnie. Lady Hortense était vive, d'opinions tranchées et d'une intelligence féroce. Elle parlait de politique, de littérature, de sa jeunesse dans une cour étincelante et depuis longtemps morte. Elle parlait de tout, en fait, sauf du seul sujet qui imprégnait les pierres mêmes de la maison, son petit-neveu. Edith apprit la géographie de Westbourne. C'était une maison divisée. L'aile ouest, où elle et la douairière résidaient, était tenue propre et chaude. C'était une petite île habitable. Le reste de la maison et les grands salons d'apparat, la salle de bal, les interminables corridors des invités étaient enveloppés de draps de poussière et de silence. Et puis il y avait l'aile nord, l'aile du duc. C'était sa forteresse, son sanctuaire, sa prison. Personne n'y allait sauf son valet, un homme au visage sombre nommé Fletcher, qui avait servi avec lui dans l'armée. Elle voyait le duc rarement, un aperçu de lui traversant les pelouses négligées, sa foulée longue et déterminée, ses deux grands chiens à ses talons, une brève apparition tendue à la porte de la douairière pour poser une question coupante sur une affaire du domaine. Il ne reconnut jamais Edith au-delà d'un hochement de tête raide et formel si leurs regards se croisaient. Il était un fantôme dans sa propre maison, une absence palpable. Edith, cependant, n'était pas du genre à rester oisive. Sa nature pratique exigeait un débouché. Avec la permission amusée de la douairière, elle commença à imposer son propre ordre silencieux au chaos. Elle commença par les comptes du ménage, qui étaient dans un état de désordre négligé. Elle passa des jours dans le bureau du domaine, une petite pièce froide près du hall principal, se penchant sur les registres, son écriture claire apportant du sens aux entrées éparses et illogiques du vieux régisseur. Elle découvrit que le domaine perdait de l'argent, non par malveillance ou vol, mais par pure inattention. Des factures payées 2 fois, des loyers non perçus, des réparations commandées et oubliées. C'était la finance de l'apathie. Elle dressa un nouveau registre simplifié et le présenta à la douairière. « Grand Dieu, mon enfant, » dit la vieille dame en regardant les colonnes nettes à travers son lorgnon. « Vous avez un esprit pour les chiffres. Je croyais que c'était une plainte masculine. »« L'ordre est un réconfort, votre grâce, » répondit simplement Edith. « L'est-il » La douairière la regarda d'un air perspicace. « Où est-ce une arme contre le chaos ?» Edith ne répondit pas. Son projet suivant fut l'office. Il avait été abandonné depuis des années, un lieu de toiles d'araignée et de bocaux couverts de poussière. Edith le fit frotter de haut en bas. Elle trouva le vieux jardin d'herbe, une ruine enchevêtrée derrière un haut mur de briques, et y passa des heures, les mains gantées, patientant à désherber et à soigner, jusqu'à ce qu'elle eût ressuscité quelques survivants durs et parfumés, lavande, romarin, thym. Elle commença à les sécher, à faire des sachets pour parfumer le linge humide, et de simples infusions pour la douairière. Le travail était ancrant, physique. Il la calmait. Sa plus grande découverte, cependant, fut la bibliothèque. C'était une pièce magnifique, haute de 2 étages, avec de hautes fenêtres en arc qui donnaient sur le parc sauvage. Les rayonnages montaient jusqu'au plafond, accessibles par une échelle roulante. Mais comme le reste de la maison, elle succombait à une douce décadence. Un film de poussière recouvrait tout. Les reliures de cuir étaient sèches et craquelées, et l'air était épais du parfum de vieux papier et de négligence. C'était la seule pièce hors de sa propre aile que le duc fréquentait, disait-on. Edith voyait parfois une lampe y brûler tard dans la nuit, pourtant il ne faisait rien pour arrêter son déclin. Il l'utilisait, mais il n'en prenait pas soin. Edith décida que la bibliothèque serait son domaine. Elle commença, une étagère à la fois, la tâche monumentale de cataloguer la collection. Elle prenait chaque livre, le dépoussiérait doucement, évaluait l'état de sa reliure et inscrivait son titre dans un registre frais. C'était un travail lent, méthodique, et il l'apaisait. Elle aimait le toucher des vieux livres, le murmure des pages, le sens de l'histoire qu'ils contenaient. Elle y était un après-midi, à mi-chemin de l'échelle roulante, quand il la trouva. Il entra si silencieusement qu'elle ne l'entendit pas. Elle tendait la main vers un lourd volume de Plutarque quand elle sentit un changement dans l'air, le subtil déplacement qui annonce une autre présence. Elle regarda en bas. Le duc de Witch se tenait au pied de l'échelle, levant les yeux vers elle. Ses yeux gris froids étaient illisibles, son expression impassible. « Que faites-vous » demanda-t-il. La question n'était pas curieuse. C'était une accusation. « Je catalogue les livres, votre grâce » répondit Edith, sa voix ferme. Elle ne bougea pas de l'échelle.
descendre aurait été reculer. Pourquoi? Parce qu'ils en ont besoin. Certaines reliures nécessitent des réparations. Sans catalogue, il n'y a aucun moyen de savoir ce qui se trouve même ici. Il fit un geste vague vers les milliers de volumes qui les entouraient. C'est un exercice futile. La plupart de ces livres n'ont pas été ouverts depuis un siècle. Edith regarda du livre dans sa main à son visage. Elle vit la tension dans sa mâchoire, le contrôle rigide de sa posture. C'était un homme dressé pour un coup qui était déjà tombé. L'ordre n'est jamais futile, votre grâce, dit-elle, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait voulu. C'est une forme de paix. Les mots restèrent suspendus dans l'air poussiéreux et ensoleillé entre eux. Elle s'était attendue à une réplique cinglante, à un renvoi. Au lieu de cela, il se tut. Il détourna le regard d'elle, son regard balayant les étagères chaotiques comme s'il les voyait pour la première fois. Pendant un long moment étiré, il ne dit rien. Un muscle joua dans sa mâchoire. Puis, sans un autre mot, il se tourna et sortit de la bibliothèque, ses bottes résonnant sur le plancher poli. Edith resta sur l'échelle, le cœur battant. C'était la plus longue conversation qu'ils avaient jamais eue, et en elle avait vu la première fissure infinitésimale dans la forteresse de sa solitude. Elle regarda le lourd livre dans ses mains. Il lui sembla soudain moins une tâche et plus un commencement. Nous faisons une très courte pause. Si vous ne voulez pas manquer de nouvelles histoires, abonnez-vous à la chaîne. Le petit moment dans la bibliothèque ne provoqua pas de changement soudain. Le duc ne la chercha pas, et il ne commença pas non plus à fréquenter le salon de sa tante. La vaste maison silencieuse continua dans son état somnol. Pourtant, quelque chose s'était subtilement déplacé. Quand elle le voyait à distance maintenant, son hochement de tête de reconnaissance n'était plus une insulte, mais un fait neutre. Quand il passait près d'elle dans un corridor, ses yeux gris froids croisaient les siens une fraction de seconde de plus avant de glisser. Il était conscient d'elle. Un observateur dans son propre désert, il avait pris note d'une nouvelle espèce. Edith continua son travail. La bibliothèque devint son sanctuaire. Elle apprit le sentiment de la pièce, la façon dont la lumière se déplaçait à travers elle pendant le jour. Elle apprit que les lectures préférées du duc étaient l'histoire et la stratégie militaire. Il prenait un livre d'une étagère et le laissait sur une table de lecture, une communication silencieuse qu'il avait été là. Elle le trouvait, notait son titre et le remettait à sa place. Ils avaient un étrange partenariat silencieux dans le soin des livres. Elle commença à remarquer les petites difficultés pratiques que sa blessure lui causait. Elle vit le faible tremblement de frustration dans sa main droite quand il essayait de manier un grand folio peu maniable. Elle vit comment il inclinait son corps pour protéger son côté gauche, un acte constant et inconscient de défense. Elle vit la façon dont son valet Fletcher anticipait ses besoins, ouvrant une porte, plaçant un verre juste ainsi, coupant la viande dans son assiette avant qu'elle ne soit apportée dans sa salle à manger privée. La vie du duc était un édifice soigneusement construit, conçu pour minimiser l'humiliation d'avoir besoin d'aide. Edith n'offrit jamais d'aide. La pitié, elle le savait, serait une offense impardonnable. Ce serait de ne voir que la blessure, l'absence. Son mari Arthur lui avait enseigné que le plus grand outil d'un médecin n'était pas la sympathie, mais l'observation claire pour voir le patient, la personne entière, pas seulement le mal. Au lieu d'offrir de l'aide, elle fit de petits changements discrets. Elle localisa un lourd lutrin de fer dans un coin poussiéreux de la bibliothèque et le fit polir et placer près de son fauteuil de lecture préféré. C'était un ancien modèle, qui pouvait tenir un livre ouvert, ses pages maintenues par des poids, permettant de le lire d'une seule main. Elle n'en parla pas. Elle le mit simplement là. Une semaine plus tard, elle le vit l'utiliser, ses longs doigts reposant sur la page. Il ne leva pas les yeux quand elle passa, mais elle sentit sa conscience d'elle. Quand la douairière lui demanda de consulter un livre particulier de dessin d'architecture rangé dans un haut cabinet, Edith s'assura de placer l'échelle roulante du côté droit du cabinet pour qu'elle pût être montée et tenue d'une main droite forte. C'étaient de petits actes de considération presque invisibles. De la compétence, non de la pamprigne. Elle faisait le monde s'adapter à lui plutôt que de lui demander de lutter contre un monde conçu pour demain. Un après-midi pluvieux de fin d'automne, une crise survint. Pas une grande crise, mais une petite crise domestique qui, à Westbourne, semblait un événement majeur. Un message arriva d'un fermier locataire, un homme nommé Hobbs, dont le toit de la chaumière fuyait si mal qu'une des chambres était inutilisable. Sa femme attendait un enfant, et l'humidité était un vrai danger. Le régisseur, un vieil homme nommé Dawson, depuis longtemps passé son apogée,
avait rejeté les préoccupations du fermier. La douairière, en l'apprenant d'une femme de chambre affligée dont la sœur était mariée à Hobbs, fut furieuse. « Dawson est un imbécile, déclara-t-elle. Et mon neveu est aveugle. Il paie l'homme pour gérer le domaine et suppose qu'il est géré. Cela ne peut pas rester ainsi. Edith, vous irez parler à William. » Le cœur d'Edith s'enfonça. « Moi, votre grâce ? » ?»« Oui, vous. Il ne m'écoutera pas. Il pensera que je m'immisce. Il congédiera Dawson. Mais vous, vous avez une tête pratique sur vos épaules. Vous n'aborderez pas cela comme une tragédie, mais comme un problème de logistique. Allez. » Armée d'un sens réticent du devoir, Edith se dirigea vers l'aile nord. C'était un territoire qu'elle n'avait jamais pénétré. Le corridor se faisait plus froid, l'air plus immobile. Elle se sentait comme une intruse. Elle trouva le duc non dans son cabinet privé, mais dans une petite pièce austère qui ne contenait guère plus qu'un établi, un ensemble de cartes et plusieurs pièces polies de ce qui semblait être des mécanismes d'horlogerie démontés. Il était penché sur le mécanisme complexe, une loupe de bijoutier dans l'œil droit, sa seule main se déplaçant avec une dextérité surprenante parmi les petits engrenages et roues. Il ne sembla pas surpris de la voir. Il se redressa, retirant la loupe de son œil. « Madame Reeves. Votre grâce, je m'excuse de l'intrusion. Fletcher ne l'aurait pas permis si ce n'était important. » « Qu'est-ce que c'est ?» Elle expliqua la situation de la chaumière des Hobbs, gardant son ton calme et factuel. Elle détailla la fuite, l'humidité, la naissance imminente. Elle n'embellit pas. Elle ne parla pas de souffrance. Elle parla d'infiltration d'eau et de bois compromis. Il écouta, son expression se durcissant. « Dawson a été informé de cela il y a 2 semaines, je crois. Et il n'a rien fait. » C'était une déclaration, plate et froide. L'homme est dépassé. Je le congédierai. Et le toit, votre grâce, pressa doucement Edith. Congédier le régisseur ne gardera pas la famille Hobbs au sec cette nuit. Il lui lança un regard perçant. J'en suis conscient, Madame Reeves. J'enverrai des hommes du domaine demain. Pardonnez-moi, votre grâce, mais la prévision est pour plus de pluie. Demain pourrait être trop tard pour empêcher d'autres dommages, et le coût de la réparation sera plus grand. Elle lui tendit une feuille de papier qu'elle avait préparée. Je me suis permis de regarder les comptes. Il y a un constructeur dans le village, un monsieur Ham, qui a déjà travaillé pour le domaine. Il est fiable. J'ai estimé le coût du bois, de l'ardoise et de 2 jours de main-d'œuvre. Ce n'est pas une somme insignifiante, mais c'est moins que le coût de reconstruire un toit effondré et de traiter un enfant pour une fièvre pulmonaire. Il prit le papier d'elle. Sa main était ferme, les doigts longs et élégants. Il étudia ses chiffres nets, le front plissé de concentration. Le silence dans la petite pièce froide s'étira. Il était défié, non sur son autorité, mais sur sa praticité. Elle lui avait apporté non un problème, mais une solution. Enfin, il leva les yeux. Ses yeux gris n'étaient pas en colère. Ils évaluaient. Vous pensez à tout, Madame Reeves. J'essaie de penser à ce qui est nécessaire, votre grâce. Ce fut silencieux encore un moment. Cette pièce, dit-il, gesticulant vers l'horloge à moitié réparée. C'est ma pénitence. Un exercice de frustration, pour entraîner une main à faire le travail de 2. Cela exige de la patience, de la méthode, une compréhension de la mécanique du problème. Il regarda de nouveau le papier qu'elle lui avait donné. Vous avez abordé cela de la même façon. Il se dirigea vers la porte. Fletcher, appela-t-il. Le valet apparut instantanément. Prenez une note pour Dawson. Informez-le qu'il doit payer un bon à monsieur Ham du village pour la réparation immédiate du toit de la chaumière des Hobbs. Le montant ne doit pas dépasser cette estimation. Il remit le papier à Fletcher. Et envoyez immédiatement une charrette avec du bois de chauffage sec et des couvertures à la ferme. Oui, votre grâce. Fletcher disparut. Le duc se tourna vers Edith. Il se tenait devant elle, une figure formidable dans la lumière faible. Vous n'êtes pas venu à moi en vous tordant les mains sur le sort des pauvres. Vous êtes venu à moi avec un registre et une solution. Pourquoi ? Edith choisit ses mots avec soin. Parce que le sort des pauvres est une affaire de charité, votre grâce. Un toit qui fuit sur votre propriété est une affaire de gestion responsable. Ce n'est pas la même chose.
Une étrange expression traversa son visage. C'était le fantôme d'un sourire, un éclair de quelque chose qui n'était pas de l'amertume. Non, dit-il lentement. Je suppose que ce n'est pas le cas. Il tint son regard un instant de plus. Dans ce moment, elle eut l'impression qu'il la voyait vraiment pour la première fois. Non comme la compagne de sa tante, non comme une présence féminine dans sa maison, mais comme un individu, un égal en esprit sinon en rang. Merci, Madame Reeves, dit-il. Les mots étaient tranquilles, mais ils tombaient avec le poids d'une déclaration. Elle inclina la tête. Votre grâce. En redescendant le corridor froid vers la chaleur de l'aile ouest, elle ressentit un sens de triomphe entièrement hors de proportion avec la petite victoire d'un toit réparé. Elle avait rencontré le duc sur son propre terrain, le terrain de la logique, de la compétence et du contrôle, et il ne l'avait pas renvoyé. Il avait écouté. Plus tard ce soir-là, alors qu'elle était assise avec la douairière, la vieille dame la regarda par-dessus le bord de sa tasse de thé. Le toit est en train d'être réparé, j'entends. Oui, votre grâce. Vous a-t-il mordu la tête? Non. Il a été raisonnable. Raisonnable? La douairière renifla. William n'a pas été raisonnable depuis une décennie. Il a été barricadé. Il y a une différence. Elle posa sa tasse, ses yeux bleus perçants et savants. Vous lui êtes bonne, Edith. Vous ne le traitez pas comme une chose brisée. Edith sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Je vois un homme qui a enduré beaucoup. Je ne le plains pas. La pitié, dit la douairière avec venin, est une émotion inutile et corrosive. C'est une insulte déguisée en bonté. Ce dont William a besoin, ce n'est pas de pitié. C'est une raison. Une raison de sortir de l'obscurité. Elle regarda Edith, et son expression était à la fois pleine d'espoir et profondément triste. Je suis une vieille femme. J'avais commencé à craindre qu'il n'en trouve jamais une. Cette nuit-là, pour la première fois, Edith se permit de penser au duc non comme un problème à gérer, mais comme William, un homme piégé, non par la perte de son bras, mais par la perte de son monde. Et elle, à sa manière silencieuse et pratique, se tenait au bord de celui-ci, tenant une bougie. Elle ne savait pas s'il choisirait jamais de marcher vers la lumière, mais pour la première fois, elle ressentit la possibilité de cela. Un espoir fragile et tentatif dans la grande maison endormie. De sa fenêtre, William Bohurst, duc de Witch, la regardait. C'était une habitude dans laquelle il était tombé. Il se tenait dans l'ombre de son cabinet, la pièce qui donnait sur la pelouse ouest, et regardait Madame Reeves marcher dans les jardins. Elle avait une foulée calme et déterminée. Elle ne errait pas sans but. Elle s'arrêtait pour examiner un rosier en difficulté, ou arracher une mauvaise herbe persistante, ses mouvements efficaces et gracieux. Il avait passé la plus grande partie de 10 ans à cultiver un état de solitude parfaitement inaccessible. Il avait construit des murs de silence et de devoir, renforcés par la routine et l'isolement. Son monde était petit, contrôlé et sûr. Il avait ses livres, ses cartes, ses horloges. Il avait Fletcher, qui comprenait tout sans qu'on ait besoin de le dire. Il avait sa tante, une irritante familière et bienvenue. C'était assez. Il fallait que ce fût assez. Puis Madame Reeves était arrivée. Il avait d'abord ressenti de la rancune pour sa présence. Elle était une intrusion, une nouvelle pièce sur un plateau qu'il avait depuis longtemps maîtrisé. Il s'était attendu à une créature serinante et nerveuse qui voltigerait à sa vue, ses yeux se détournant vers sa manche vide avec ce mélange familier et nauséeux d'horreur et de pitié. Mais Edith Reeves ne voltigeait pas. Elle était immobile, elle était calme, et elle ne regardait pas son épaule. Elle regardait son visage. Son regard était direct, intelligent et d'une clarté déconcertante. C'était comme être vu par le soleil après une décennie dans une caverne. Il se surprenait à penser à elle à des moments étranges, la façon dont elle s'était tenue sur l'échelle de la bibliothèque, entourée de chaos, et avait parlé de l'ordre comme d'une forme de paix, la façon dont elle avait présenté le problème du toit du locataire, non comme un appel à la miséricorde, mais comme un échec de logistique. Elle n'en appelait pas à son cœur. Elle en appelait à son intellect. C'était cela qui le désarmait. Pendant 10 ans, les gens avaient essayé d'atteindre son cœur. Sa tante avec son affection à la langue acérée. Son homme d'affaires avec ses discours sur le devoir ducal. Les rares vieux amis qui avaient essayé, dans les premières années, de percer ses murs. Ils étaient tous venus avec des marteaux de sentiments et de sympathie. Madame Reeves était venue avec une clé.
Une clé forgée de logique et de compétences silencieuses. Il rejouait leur conversation dans son atelier encore et encore. Il lui avait dit que la pièce était sa pénitence. Il n'avait jamais admis cela à une autre âme, pas même à Fletcher. Les mots étaient simplement sortis. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas regardé le mécanisme d'horlogerie complexe à moitié terminé comme un passe-temps étrange. Elle l'avait regardé, il le sentait, et l'avait compris pour ce qu'il était, une discipline, une bataille contre la maladresse d'un monde refait. Un matin, il était dans le bureau du domaine avec Dawson, le vieux régisseur qu'il ne s'était pas encore résolu à congédier. L'homme était agité, ses papiers dans un désordre désespéré. Il essayait d'expliquer un écart dans les comptes de la ferme principale. La patience de William, toujours une ressource finie, s'amincissait. Les chiffres nageaient devant ses yeux, un testament d'incompétence. La porte s'ouvrit et Madame Reeves entra. Elle s'arrêta sur le seuil, ses yeux prenant la scène. « Pardonnez-moi, votre grâce. Je cherchais les reçus de graines du printemps dernier. Nous ne pouvons pas les localiser, Madame Reeves, dit Dawson en remuant un tas de papier misérablement. Elle avança plus loin dans la pièce. Sa présence semblait aspirer la panique hors de l'air. Peut-être puis-je aider. Je crois les avoir vus quand je triais la correspondance de mars. Elle se dirigea vers un grand cabinet encombré. Ses mains étaient habiles et sûres. Elle ne fouillait pas. Elle semblait connaître l'emplacement précis de tout. Après un moment, elle produisit un mince dossier. Les voici. Elle les plaça sur le bureau. Puis ses yeux tombèrent sur le registre avec lequel Dawson et William se débattaient. « Ah, dit-elle doucement. Les comptes de la laiterie. » Elle pointa un doigt mince sur une colonne de chiffres. « L'erreur est ici, je crois. Les recettes de la vente de fromage à l'auberge de Market Crossford ont été inscrites comme une dépense. » William regarda. Elle avait raison. Une simple erreur stupide qui avait jeté tout le solde hors d'équilibre. Dawson fixa la page, la bouche légèrement ouverte. William regarda Edith. Elle avait vu le problème en un instant. Non seulement les chiffres, mais le brouillard de confusion et de frustration dans la pièce. Et elle l'avait corrigé simplement et sans fus. « Merci, Madame Reeves, dit-il. » Les mots semblaient inadéquats. « Ce n'était rien, votre grâce, répondit-elle. » Elle fit un petit hochement de tête et quitta le bureau, fermant la porte tranquillement derrière elle. Dawson laissa échapper un long souffle. « Une femme remarquable, votre grâce. Un esprit comme un piège d'acier, mais d'où avec cela. » William ne dit rien. Il fixa le registre corrigé. Un esprit comme un piège d'acier. Oui, mais c'était plus que cela. C'était la façon tranquille dont elle se déplaçait à travers son monde, non en exigeant une place en lui, mais simplement en le rendant meilleur, plus ordonné, plus logique, plus calme. Il se surprit à inventer des excuses pour croiser son chemin. Il allait à la bibliothèque à une heure où il savait qu'elle y serait, ostensiblement pour trouver un livre, mais vraiment juste pour être dans la même pièce qu'elle. Il parlait rarement. Mais le silence dans la bibliothèque quand elle y était différent du silence quand il était seul. Le sien était un silence vide. Le leur était un calme partagé. Une paix. Un après-midi, il tomba sur elle dans le jardin clos. Elle était à genoux, ses jupes protégées par un tablier grossier, patientant à dégager un parterre qui avait été étouffé par les mauvaises herbes depuis des années. Son front était plissé de concentration, une tache de terre sur sa joue. Il s'arrêta à quelques pieds. Ses chiens, qui grognaient normalement à tout étranger, s'assirent à ses côtés, la regardant avec un intérêt placide. Elle leva les yeux, surprise. Une rougeur monta à ses joues en le voyant. Elle commença à se relever. « Ne le faites pas, dit-il, le mot plus tranchant qu'il ne l'avait voulu. Ne vous arrêtez pas à cause de moi. » Elle se rassit sur ses talons, ses mains reposant sur la truelle dans son giron. « J'essaie de voir si les anciennes variétés de roses peuvent être sauvées, votre grâce. »« Les roses de ma grand-mère, dit-il, sa voix tranquille. Il n'y avait pas pensé depuis des années. Il se souvenait de sa grand-mère, une femme beaucoup comme sa tante Hortense, soignant ses mêmes parterres. C'était un souvenir d'une autre vie, une vie avec deux mains, une vie d'avant la guerre. Certaines d'entre elles sont encore fortes, dit Edith. Elles ont juste besoin de lumière et d'air. Elles ont juste besoin de lumière et d'air. La simple phrase le frappa avec la force d'un coup physique.
Il regarda du rosier enchevêtré et en difficulté à son visage, illuminé par le soleil pâle de l'après-midi. Il regarda ses mains capables et tachées de terre. Elle ne parlait pas seulement des roses. Était-ce si simple? Le désert enchevêtré et envahi de sa propre vie pouvait-il être récupéré avec quelque chose d'aussi basique que de la lumière et de l'air? Ma grand-mère était une grande jardinière, dit-il, l'aveu le surprenant. Elle croyait que n'importe quoi pouvait être ramené à la vie avec assez de patience. Elle semble avoir été une femme sage, répondit doucement Edith. Ils tombèrent dans le silence. Les seuls sons étaient le croassement d'un corbeau dans les hautes branches d'un hêtre et le bêlement distant des moutons. Ce n'était pas un silence gênant. C'était un moment de compréhension profonde et non dite. Il était le duc de Witch, le maître de ce vaste monde en décomposition. Elle était une compagne salariée, une veuve sans fortune. Et pourtant, dans ce jardin oublié, il y avait simplement un homme et une femme regardant une chose brisée et voyant la possibilité de la vie. Il ressentit un désir soudain et aigu de tout lui dire, d'expliquer la rage froide qui avait été sa seule compagnie pendant une décennie. De lui parler de l'éclair, du bruit, de l'absence soudaine et choquante là où avait été son bras. De décrire le membre fantôme qui achetait et brûlait d'une douleur que personne ne pouvait voir. De confesser la profonde et abiding honte de sa propre survie quand tant d'autres ne l'avaient pas. Mais l'habitude du silence était trop forte. Les mots ne se formèrent pas. À la place, il dit, il fait froid. Vous devriez rentrer. Elle le regarda et un instant il fut certain qu'elle pouvait voir le torrent de mots non dits dans ses yeux. Son expression était celle d'une compassion profonde et tranquille, mais ce n'était pas de la pitié. Il savait maintenant la différence. La pitié regardait de haut. Ce qu'il voyait dans ses yeux était un regard avec, une humanité partagée. Oui, votre grâce, dit-elle, et commença à rassembler ses outils. Il la regarda marcher vers la maison, sa posture droite, son pas égal. Il resta dans le jardin longtemps, l'air frais sur son visage, ses chiens reposant leur tête sur ses genoux. Pour la première fois en 10 ans, le silence de Westbourne ne se sentait pas comme un confort. Il se sentait comme une cage, et il était soudain, désespérément conscient de la clé. La première neige de l'hiver tomba début décembre. Une couverture douce et épaisse qui transforma le parc sauvage de Westbourne en un lieu de beauté austère et silencieuse. La maison se fit encore plus silencieuse, recroquevillée contre le froid. Le monde se rétrécit au coin du feu, aux pièces éclairées par les lampes, aux longs corridors sombres. Dans ce monde compressé, la présence d'Edith Reeves devint plus puissante. Elle était une flamme constante et silencieuse dans l'obscurité. L'aile ouest, sous sa douce administration, fonctionnait avec une fluidité qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Les domestiques, qui avaient été intimidés et apathiques, recommencèrent à prendre fierté dans leur travail. Il y avait un nouveau poli sur l'argent, un parfum frais de cire d'abeille dans l'air. C'étaient de petites choses, mais elles n'étaient pas insignifiantes. C'étaient les signes d'une maison qui recommençait à respirer. William se surprit à orchestrer ses jours pour croiser les siens. Une promenade sur la terrasse à l'heure où elle prenait généralement l'air. Une visite à la bibliothèque quand il savait qu'elle serait à son catalogage. Ce n'étaient pas des rendez-vous. C'étaient des observations. Il l'étudiait, essayant de comprendre la nature de son calme. Il apprit à lire les petits signes de ses humeurs, une légère tension dans ses épaules quand elle était fatiguée, un froncement pensif quand elle se débattait avec une colonne de chiffres, la rare et belle courbe de ses lèvres quand l'une des histoires vives et spirituelles de la douairière l'amusait. Lui qui avait passé une décennie à n'observer que l'état de son propre paysage intérieur était maintenant un étudiant d'un autre. La douairière les regardait tous les deux de ses yeux perspicaces et savants, mais pour une fois elle tint sa langue. Elle semblait comprendre que cette connexion fragile et tentative était une chose qui pouvait être brisée par un seul mot mal placé. Elle se contentait de créer des opportunités pour qu'ils soient dans le même espace. Son esprit stratégique aussi vif qu'il l'avait jamais été. Le catalyseur du prochain grand changement vint sous la forme d'une lettre. Non une lettre personnelle et silencieuse, mais une épaisse invitation formelle livrée de la plus grande maison du voisinage, l'Archwood Park, le siège de Sir John et Lady Ashworth. C'était une invitation à leur assemblée annuelle de Noël. Les invitations à Westbourne étaient rares. Pendant des années, le comté avait respecté la réclusion du duc. Ou plus exactement, il s'était lassé de ses refus et avait abandonné. Mais les Ashworth étaient nouveaux dans la région, riches du commerce, et désireux de s'établir. Ils étaient soit ignorants des habitudes du duc, soit assez audacieux pour les ignorer.
La douairière brandit l'invitation comme un étendard de bataille. Ils nous ont invités. Tous. Le duc de Witch, la douairière duchesse de Witch, est invitée. Ses yeux brillèrent. Cela signifie vous, Edith. William, qui avait été convoqué au salon de sa tante sous un prétexte quelconque, se tenait raide près de la cheminée. Vous enverrez nos regrets, bien sûr. Je ne ferai rien de tel, rétorqua la douairière. Nous y allons. Je ne vais pas aux assemblées. Sa voix était plate. Finale. Vous n'y allez pas, convint sa tante. Et en conséquence, tout le comté croit que vous êtes soit fou, soit mourant, soit les deux. Votre cousin Quincy s'est rendu très utile, répandant la rumeur que vous n'êtes plus compétent pour gérer vos propres affaires. Il suggère qu'une régence pourrait être en ordre, avec lui comme régent naturellement. Un muscle sauta dans la mâchoire de William. Quincy Bohurst, son cousin au second degré et héritier présomptif, un homme dont l'ambition n'était égalée que par son manque de scrupules. Quincy est un imbécile. C'est un imbécile dangereux, et vous lui avez donné des munitions en vous cachant pendant 10 ans. Les gens le croiront. Il est temps de leur rappeler qui est le duc de Witch. Nous irons à ce bal. Vous serez vus. C'est votre devoir. J'ai fait mon devoir, dit William, sa voix dangereusement basse. Il toucha inconsciemment la manche vide de son habit. J'ai fait mon devoir pour le roi et le pays. Je ne serai pas promené comme un monstre pour le divertissement de la gentry locale. La pièce tomba dans le silence. Le mot resta suspendu dans l'air. Monstre. C'était le mot secret ailé avec lequel il avait vécu pendant une décennie. Le mot qu'il voyait dans les yeux détournés, les silences soudains quand il entrait dans une pièce. Edith, qui était assise tranquillement près de la fenêtre avec son ouvrage, sentit son cœur se contracter. Elle le regarda, sa posture fière et rigide, la douleur brute dans ses yeux gris. C'était la première fois qu'il nommait le monstre qui le hantait. Le visage de la douairière s'adoucit. Le combat la quitta. William, commença-t-elle, sa voix pleine d'une rare et douce tristesse. Mais il ne voulait pas de sa tristesse. Il pivota sur ses talons. Envoyez les regrets, dit-il, et sortit de la pièce à grands pas. La douairière soupira, ses épaules s'affaissant. Elle avait l'air vieille et vaincue. Je le pousse trop fort. Mais s'il ne se bat pas, des hommes comme Quincy dévoreront ce domaine. Ils le mettront à nu. Elle regarda Edith, ses yeux suppliants. Il ne m'écoutera pas. Plus tard ce jour-là, Edith le trouva. Elle avait su où il serait. La salle de bal. C'était une vaste pièce magnifique, ses parquets couverts d'un film de poussière, ses miroirs dorés ternis, ses lustres enveloppés de toiles de Hollande comme des fantômes endormis. Elle n'avait pas été utilisée depuis avant la guerre. C'était l'épicentre de la tristesse de la maison. Il se tenait au centre de la pièce dans la lumière déclinante des hautes fenêtres sales, fixant son propre faible reflet dans un miroir terni. C'était une figure sombre et solitaire dans une caverne de souvenirs morts. Edith n'émit aucun son en s'approchant. Elle s'arrêta à quelques pieds derrière lui. « Votre grâce, dit-elle doucement. » Il ne se retourna pas, « Si vous êtes venu me sermonner sur le devoir, Madame Reeves, vous pouvez garder votre souffle. J'en ai assez du devoir pour aujourd'hui. » Je ne suis pas venu parler de devoir, dit-elle. Je suis venu parler de courage. Cela le fit se tourner. Il lui fit face, son expression gardée, méfiante. Que sauriez-vous du courage? Je sais qu'il y a différentes sortes, répondit-elle, sa voix égale, son regard direct. Je sais qu'il y a le courage du champ de bataille, de faire face au feu et à l'acier. J'ai entendu les histoires de votre bravoure. Vous en avez de cette sorte en abondance. Elle fit un pas de plus. L'espace entre eux semblait chargé, électrique. Mais il y a une autre sorte de courage. Il y a le courage du quotidien. Le courage de faire face à une pièce pleine de murmures. Le courage d'endurer les regards. Le courage de vivre dans un monde qui n'est plus fait pour vous. Et il y a le courage d'être simplement vu tel que l'on est. Il la fixa, son visage un masque de pierre, mais elle pouvait voir l'éclair de tourmente dans ses yeux. Elle nommait des choses qu'il n'avait jamais osé formuler lui-même. On dit que vous étiez un soldat, votre grâce, continua-t-elle, sa voix baissant, plus intime. Le courage d'un soldat n'est pas un seul acte sur le champ de bataille qui gagne une médaille. Parfois, la chose la plus brave qu'un soldat puisse faire est de rentrer chez lui.
de marcher de nouveau dans le monde. Votre tante a tort. Vous ne devriez pas aller à ce bal pour le devoir ou pour contrarier votre cousin. Vous devriez y aller pour vous-même. Pour leur montrer, et pour vous montrer, que vous êtes encore ici. Elle fit une pause, laissant ses mots se déposer dans la vaste pièce silencieuse. Je ne vous demande pas de danser, votre grâce. Je ne vous demande pas de faire la conversation agréable. Je vous demande simplement d'être présent. De vous tenir dans cette pièce et de les laisser regarder. Leurs murmures ne peuvent pas vous blesser. Leur pitié ne peut pas vous toucher. Vous êtes le duc de Witch. Vous êtes plus que votre blessure. Il est temps que vous vous en souveniez. Elle avait dit son fait. Elle avait présenté son argument devant lui, comme elle l'avait fait avec le toit qui fuyait, avec logique et clarté. Mais ceci n'était pas une question de bois et d'ardoise. C'était une question de l'architecture même de son âme. Il ne répondit pas. Il se tint simplement là, sa seule main serrée en poing à son côté, son regard fixé sur son visage. Il la regardait comme si elle était un puzzle qu'il ne pouvait résoudre, une variable étrange et inattendue dans la longue et sombre équation de sa vie. Edith tint son regard un moment de plus. Puis elle fit un petit hochement de tête, se tourna et s'éloigna, le laissant seul avec ses mots dans l'obscurité grandissante de la salle de bal morte. Elle ne savait pas si elle avait réussi, mais elle lui avait montré son propre courage, le courage de dire la vérité à un homme qui s'était enveloppé de silence. Et maintenant le choix était le sien. La nuit de l'assemblée des Ashworth arriva, froide et claire, les étoiles comme des éclats de glace dans le ciel noir. Edith ne sut jusqu'au dernier moment si le duc irait. Il n'y avait eu aucun mot, aucun signe. Une heure avant qu'il ne soit dû à partir, elle était assise dans le salon de la douairière, vêtue d'une robe de soie gris profond, une robe modeste qu'elle possédait depuis des années. La douairière était resplendissante de velours violet et de ses diamants formidables, son expression sombre. Le carrosse avait été commandé, mais le maître de la maison était introuvable. « Il ne vient pas, » dit la douairière, sa voix plate de déception. J'ai été une sotte d'espérer. À ce moment, la porte s'ouvrit. Fletcher se tenait là. Sa grâce est prête, madame. Et derrière lui, William apparut. Il était vêtu d'une tenue de soirée immaculée, un habit de laine la plus noire, un gilet de soie blanche, une cravate nouée avec une précision austère. La sévérité du noir et du blanc le faisait paraître plus grand, plus formidable que jamais. Ses cheveux foncés étaient peignés en arrière de son visage, et ses yeux gris froids étaient ombragés. Sa mâchoire serrée. Sa manche vide était épinglée avec sa propreté habituelle. Il ressemblait à une figure d'un roman gothique, le seigneur sombre et sombre émergeant de sa tour. Il était terrifiant et magnifique. Il ne regarda pas Edith. Il s'adressa à sa tante. Le carrosse attend. Nous ne devrions pas être en retard. Le visage de la douairière était un masque d'étonnement et de soulagement. Elle se leva, son sang-froid récupéré en un instant. Bien sûr, William. Le voyage jusqu'à l'Archwood Park se fit dans un silence presque total. La douairière semblait trop craindre de briser le sortilège. William regardait par la fenêtre dans le noir, son visage illisible. Edith était assise en face de lui, les mains fermement jointes dans son giron. Elle ressentait un étrange mélange d'appréhension et de fierté. Il était venu. Il avait fait le choix. L'Archwood Park était un brasier de lumière et de bruit. Les carrosses bordaient l'allée, et le son de la musique et des rires se répandait dans l'air froid de la nuit. C'était tout ce que Westbourne n'était pas, vivant, bruyant et étincelant. En descendant du carrosse, Edith ressentit un tremblement de peur. C'était le monde qu'elle lui demandait d'affronter. Elle jeta un coup d'œil à William. Son visage était pâle, mais son expression était résolue. Il avait enfilé son titre comme une armure. Leur entrée dans la salle de bal provoqua une sensation immédiate et palpable. Une vague de silence se propagea depuis la porte, suivie d'une marée montante de murmures. Toutes les têtes se tournèrent. Tous les yeux étaient sur le duc de Witch, le reclus mythique, revenu d'entre les morts. Ils fixèrent son visage, son habit noir sévère, et inévitablement son côté gauche. William se tint un moment sur le seuil, son regard balayant la pièce. Son visage était un masque de froide hauteur aristocratique. Il semblait ne voir personne. Il offrit son bras droit à sa tante. « Madame. » La douairière posa sa main sur son bras, et ensemble ils commencèrent à avancer dans la pièce. Edith suivit un pas derrière, une petite ombre grise dans leur sillage.
Cela ressemblait à marcher dans une bataille. Les murmures étaient comme des flèches. Mon Dieu, c'est lui. Je n'aurais jamais pensé le revoir. Regardez son bras. Le pauvre homme. On dit qu'il n'a plus toute sa tête. William ne donna aucun signe qu'il entendait. Il avançait à travers la foule comme en écartant de l'eau, son expression inchangée. Il conduisit sa tante à une paire de chaises près des patronnesses, l'assit, puis se tint à côté d'elle, une sentinelle sombre et solitaire. Personne ne s'approcha de lui. Il fixait, il murmurait, mais ils gardaient leur distance, comme s'il était entouré d'un mur invisible de glace. Edith se tint à côté de lui. Elle ne savait pas quoi d'autre faire. Elle ressentait les regards aussi vivement qu'ils le devaient, le poids d'une centaine de paires d'yeux. Elle releva le menton. Elle serait une partie de son mur. Elle se tiendrait avec lui et rencontrerait leur regard avec sa propre dignité tranquille. Sir John et Lady Ashworth s'approchèrent en s'affairant, leurs visages couronnés de sourires triomphants. Ils avaient capturé le plus grand prix du comté. Votre grâce. Quel honneur. Nous sommes si ravis que vous puissiez nous honorer de votre présence, s'extasia Lady Ashworth. Lady Ashworth, dit William, sa voix coupante. Il fit une révérence raide. La conversation était stiltée, maladroite. Les Ashworth essayèrent de le tirer, mais ses réponses étaient monosyllabiques, son comportement glacial. Après quelques minutes douloureuses, ils se retirèrent, frustrés. La soirée s'écoula. La musique jouait, les couples tournoyaient sur la piste de danse, et William restait près de la chaise de sa tante, immobile. Quelques messieurs courageux, de vieux connaissances de son père, s'approchèrent pour lui présenter leur respect. Il les reçut avec une civilité froide, ses réponses brèves et formelles. Personne ne lui demanda de danser. L'idée était impensable. Il était un monument, non un homme. Une relique d'une guerre que tout le monde voulait oublier. Edith ressentit une marée montante de colère en son nom. Ces gens avec leur vie facile et leurs murmures insouciants. Que savait-il de ce qu'il avait enduré? Il voyait un duc brisé. Elle voyait un homme d'une force immense et étroitement contrôlée. Puis elle vit qu'Quincy Bohurst de l'autre côté de la pièce. Il tenait court, un air satisfait et vaniteux sur son beau visage. Il les regardait, et il souriait. Il jouissait du malaise de William, le voyant comme la preuve de ses propres prédictions de l'incompétence de William. Quelque chose en Edith se brisa, une résolution tranquille et déterminée. L'orchestre entama une valse. La piste se remplit de couleurs et de mouvements. William se tenait comme un rocher dans une mer agitée, son regard fixé sur un point distant au-dessus des têtes des danseurs. Edith bougea. Elle fit les 2 pas qui les séparaient. Elle se tint devant lui, son cœur battant contre ses côtes. Il baissa les yeux vers elle, ses yeux gris interrogateurs, un éclair de surprise dans leur profondeur froide. « Votre grâce, dit-elle. » Sa voix était basse, pour ses oreilles seules, mais claire et ferme. « Vous m'avez dit une fois que vous ne pouviez plus danser. » Son expression se resserra. Il pensait qu'elle était sur le point de commettre l'ultime cruauté, demander l'impossible. « Vous n'avez pas dit, continua-t-elle doucement, tenant son regard, que vous ne pouviez plus vous tenir sur une piste de danse avec un ami. » Elle ne lui offrit pas la main. Elle ne gesticula pas vers la piste. Elle se tint simplement devant lui, ses yeux pleins d'une confiance et d'une compréhension qui allaient au-delà des mots. Elle ne lui demandait pas de prétendre être entier. Elle l'invitait à être lui-même avec elle, en pleine vue du monde. C'était un acte d'une audace à couper le souffle et d'une foi profonde. Il la fixa. Le bruit de la salle de bal, la musique, les murmures, tout s'effaça. Il n'y avait que son visage, ses yeux calmes et courageux. Un ami. Le mot résonna dans les chambres silencieuses et solitaires de son cœur. Pendant 10 ans, il avait été défini par ce qu'il ne pouvait pas faire. Il ne pouvait pas nouer sa propre cravate sans aide. Il ne pouvait pas couper sa propre viande. Il ne pouvait pas écrire une lettre sans maculer l'encre. Il ne pouvait pas danser. Mais elle ne lui avait pas demandé ce qu'il pouvait faire. Elle avait simplement offert sa présence. Un endroit où se tenir. Lentement, délibérément, il fit un seul hochement de tête raide. Il ne lui offrit pas son bras. Il se tourna simplement et commença à marcher vers la piste de danse bondée. Edith se mit au pas à ses côtés. Ils avancèrent à travers la frange des onlookers qui fixaient, la bouche ouverte.
Ils marchèrent jusqu'au bord même de la masse tourbillonnante des danseurs et s'arrêtèrent. Il se tint droit et grand, sa main reposant sur la poignée d'une épée d'apparat qu'il ne portait pas. Edith se tint à ses côtés, ses mains jointes lâchement devant elle. Ils ne parlèrent pas. Ils ne se touchèrent pas. Ils se tinrent simplement ensemble, deux figures tranquilles au bord du maelstrom, tandis que la valse s'élevait autour d'eux. C'était la chose la plus scandaleuse qui se fût produite dans le comté depuis une décennie. C'était plus choquant qu'un duel, plus intime qu'un baiser volé dans la serre. Le duc de Witch et la femme inconnue en gris, debout immobiles tandis que le monde dansait. Les murmures moururent. Les regards n'étaient plus de pitié ou de curiosité morbide. Ils étaient d'étonnement, d'admiration. Ils regardaient quelque chose qu'ils ne comprenaient pas, mais dont ils ne pouvaient nier le pouvoir. Edith regarda le profil de William. Son visage était encore un masque, mais la tension dans sa mâchoire s'était assouplie. Ses épaules étaient un peu moins rigides. Il respirait. Il était présent. Il avait marché de nouveau dans le monde, et il n'était pas seul. La musique s'éleva jusqu'à son crescendo puis s'éteignit dans les applaudissements. Et dans le silence qui suivit, William tourna la tête et la regarda. Un vrai regard, un regard de gratitude si profonde qu'il n'avait besoin d'aucun mot. Et pour la première fois, elle vit le fantôme d'un vrai sourire toucher le coin de sa bouche. C'était le plus faible scintillement d'une chose, mais il était là. C'était un commencement. Le trajet de retour à Westbourne fut aussi silencieux que le voyage aller, mais la qualité du silence avait changé. Il n'était plus tendu et appréhensif. Il était profond, résonnant et paisible, un silence d'expérience partagée. Quand ils arrivèrent, la douairière, prétextant de la fatigue, se retira dans ses chambres presque immédiatement, mais non sans donner à la main d'Edith une pression vive et pleine de sens. William marcha avec Edith jusqu'à la porte du salon de sa tante. « Madame Reeves, dit-il, sa voix un rumble bas dans le hall silencieux. Votre grâce ? Merci. Ce n'étaient que deux mots, mais ils contenaient un monde de signification. Il n'y a pas besoin de remerciements, votre grâce, répondit-elle doucement. J'étais heureuse de me tenir avec mon ami. Elle utilisa le mot de nouveau délibérément. Elle vit quelque chose se déplacer dans ses yeux, un abaissement de la garde. Edith, dit-il, son prénom sonnant étrange et merveilleux sur ses lèvres. Mon nom est William. Son cœur fit un bond. C'était un autre seuil franchi, une autre porte déverrouillée. William, répéta-t-elle. Cela semblait juste. Il lui donna ce même hochement de tête infinitésimal qu'il lui avait donné sur la piste de danse. Bonne nuit. Bonne nuit, William. Elle entra dans le salon et se tint près du feu mourant, la main pressée contre sa poitrine. Elle était allée au bal s'attendant à être un bouclier. Elle ne s'était pas attendue à trouver un ami. Elle ne s'était pas attendue à l'entendre dire son nom. La grande maison endormie de Westbourne se sentit pour la première fois pleine d'une possibilité tranquille et exaltante. Le lendemain matin de l'assemblée, l'atmosphère à Westbourne était irrévocablement altérée. Le sortilège de l'inertie avait été brisé. C'était comme si une fenêtre avait été ouverte dans une pièce scellée, laissant entrer un courant d'air frais et pur. William commença à émerger de son aile. Il prit son petit déjeuner non dans sa salle à manger solitaire, mais dans la petite salle du matin qui jouxtait la suite de la douairière. Au début, il s'asseyait simplement avec le journal, parlant peu, mais il était là. Sa présence était un nouveau fait dans l'équation quotidienne du ménage. Il commença à parcourir le domaine avec un nouveau but, non seulement pour l'exercice avec ses chiens, mais avec l'œil d'un maître. Il eut de longues et difficiles conversations avec Dawson le régisseur. Une semaine après le bal, le vieil homme fut mis à la retraite avec une généreuse pension et un homme plus jeune et plus vigoureux fut embauché d'un domaine du comté voisin. William impliqua Edith dans ses plans. Il déroulait des cartes et des plans sur la grande table de la bibliothèque et demandait son opinion, non sur des questions d'architecture ou d'agriculture. Il était l'expert là, mais sur le côté humain du domaine, quel locataire était fiable, quelle famille luttait. Elle avait, à sa manière silencieuse, appris plus sur les gens de Westbourne en quelques mois qu'il ne l'avait fait en 10 ans. Vous êtes mes yeux et mes oreilles, Edith, lui dit-il un après-midi, alors qu'il regardait un plan pour réparer une rangée de chaumières près du village. J'ai été aveugle trop longtemps. Leur conversation était rarement personnelle. Ils parlaient de drainage et de rotation des cultures, de poutres de toit et de loyer. Mais sous la surface pratique, une conversation plus profonde avait lieu. Ils apprenaient les rythmes de l'esprit l'un de l'autre.
Elle apprit à apprécier son intellect logique et vif, son sens profondément enraciné de la responsabilité qui avait été enfouie sous des années de douleur et de colère. Il apprit à s'appuyer sur son jugement calme, son empathie tranquille, son sens infaillible de ce qui était juste. La bibliothèque devint leur bureau partagé, leur sanctuaire. Le travail de catalogage continua, mais maintenant ils le faisaient parfois ensemble. Il s'asseyait à la table, sa seule main se déplaçant avec une précision lente tandis qu'il prenait des notes, tandis qu'elle se tenait sur l'échelle, criant les titres. L'air était rempli des sons tranquilles de leur travail, le froissement du papier, le grincement d'une chaise, le bas murmure de leur voix. C'était une sorte de domesticité qui était plus intime que n'importe quelle flirtation de salon. Un jour, il entra dans la bibliothèque pour la trouver en train de lutter pour descendre une lourde boîte de livres d'une haute étagère. « Permettez-moi, dit-il en se dirigeant vers elle. Avant qu'elle ne pût protester, il tendit le bras droit. Les muscles de son épaule et de son dos se contractèrent sous l'effort. Un instant, elle pensa que la boîte était trop lourde, trop maladroite. Mais alors il la fit s'équilibrer, sa mâchoire serrée de concentration, et la descendit en sécurité sur le sol. Il se tint là un moment, respirant un peu lourdement, un faible éclat de sueur sur son front. Il ne la regarda pas. Il semblait embarrassé par l'effort, par la démonstration de ses propres limites. Edith ne dit pas « merci » ni « êtes-vous bien ?» Elle dit simplement « les éditions In-Folio de Dryden ». Je savais qu'elle serait lourde. Elle traita son exploit de force comme une simple affaire pratique, le dépouillant de tout drame ou pathos. Il la regarda alors, un regard de soulagement et de gratitude profond dans ses yeux. Elle comprenait. Elle comprenait toujours. Elle ne voyait pas une lutte. Elle voyait une tâche accomplie. Au fil des semaines se transformant en mois et de l'hiver commençant à s'adoucir vers le printemps, les changements chez William devinrent plus prononcés. Les lignes dures de son visage commencèrent à se détendre. La froideur dans ses yeux était souvent remplacée par un regard de contemplation tranquille. Il ne souriait toujours pas facilement, mais le fantôme de sourire qu'elle avait vu au bal faisait des apparitions plus fréquentes. Il commença à récupérer la maison. Un jour, il ordonna que les draps de poussière fussent retirés du grand salon. La semaine suivante, le grand salon d'apparat. Les fenêtres furent ouvertes, les meubles polis. Les pièces aérées. La lumière et la vie rampèrent de nouveau dans les coins sombres de Westbourne. Il portait encore sa blessure comme une partie de lui-même, un fait indéniable de son corps. Il était souvent frustré par ses limitations, mais la rage noire s'était apaisée, remplacée par une sorte d'acceptation grondeuse. Il apprenait à vivre dans le monde tel qu'il était. Et il le faisait, réalisa Edith, parce qu'elle était là pour en être témoin. Son regard calme et sans pitié lui donnait le courage d'être imparfait. Ils passèrent de plus en plus de temps ensemble. Ils marchaient pendant des heures dans le parc, les chiens courant devant eux, parlant de livres, de politique, de l'avenir du domaine. Il avait un bel esprit sec qu'il avait caché pendant une décennie, et il la faisait rire. Elle, à son tour, partageait des histoires de sa vie avec Arthur, de son amour pour la médecine et de la satisfaction tranquille d'un diagnostic correctement posé. Elle parlait de son passé sans tristesse, comme d'une partie du voyage qui l'avait amené ici. Elle tombait amoureuse de lui. La réalisation lui vint non dans un éclair, mais comme une certitude lente et naissante, aussi douce et inévitable que la venue du printemps. Elle aimait son esprit, sa résilience, sa bonté cachée. Elle aimait la façon dont il la regardait comme si elle était la seule personne au monde qui avait un sens. Elle ne savait pas ce qu'il ressentait pour elle. Il était encore un homme profondément privé. Il l'avait appelée son amie, ses yeux et ses oreilles. Il s'appuyait sur elle. Mais si ses sentiments allaient plus loin, elle ne pouvait le deviner. Il était un duc, et elle était une compagne salariée. Le gouffre entre eux était vaste. Et elle ne serait jamais, jamais celle qui présumerait de sa bonté. Un après-midi clair et froid du début de mars, il lui demanda de marcher avec lui jusqu'à l'ancien jardin clos, celui où elle avait travaillé sur les roses de sa grand-mère. Le jardin était transformé. Pendant l'hiver, il avait embauché 2 nouveaux jardiniers, et ils avaient accompli un miracle. Les parterres envahis étaient dégagés. Les allées désherbées, les arbres fruitiers taillés, et les rosiers, ceux dont Edith avait désespéré, étaient couverts des bourgeons verts serrés d'une nouvelle vie. Ils se tinrent ensemble au centre du jardin, un lieu d'ordre et de promesse. « C'est beau, dit doucement Edith. Votre grand-mère serait contente. » Elle le serait, convint William. Il ne regardait pas le jardin.
Il la regardait. Elle croyait que n'importe quoi pouvait être ramené à la vie avec assez de patience. Il fit une pause. Vous avez été très patiente, Edith. J'ai aimé regarder le jardin se remettre, dit-elle, son cœur commençant à battre un peu plus vite. Je ne parlais pas du jardin, dit-il tranquillement. Il fit un pas de plus. Il était si près maintenant qu'elle pouvait voir les flecks d'argent dans ses yeux gris froids. Pendant 10 ans, dit-il, sa voix basse et intense, j'ai été un fantôme. J'ai hanté cette maison et je me suis hanté moi-même. Je pensais que c'était tout ce qui me restait, une vie d'ombre. Et puis vous êtes venu. Vous avez marché dans mon obscurité. Et vous n'avez pas essayé de m'en tirer. Vous avez simplement allumé une bougie. Et vous avez attendu. Il tendit la main, non pour la toucher, mais comme pour lui montrer quelque chose. Je ne suis pas l'homme que j'étais. La guerre l'a pris. Ceci, il gesticula vers sa manche épinglée, fait partie de moi maintenant. Cela fera toujours partie de moi. Je ne serai jamais entier. Pas de la façon dont le monde le comprend. Il regarda enfin dans ses yeux, et elle y vit une vulnérabilité qui lui coupa le souffle. Mais quand je suis avec vous, Edith, je ne me sens pas brisé. Je me sens vu. Et je me sens possible. Il se tut, comme si l'aveu lui avait coûté tout. Le cœur d'Edith débordait. Il lui offrait la chose la plus précieuse qu'il eût, sa vérité, la vérité brute et non vernie de son âme blessée. Et elle savait qu'elle devait lui offrir la sienne en retour. C'était à son tour d'être brave. William, dit-elle, sa voix tremblant seulement légèrement. Quand je vous regarde, je ne vois pas un duc blessé. Je ne vois pas un homme qui est brisé ou incomplet. Je vois l'homme qui lit Tacite dans le latin original. Je vois l'homme qui a la patience de réparer une horloge. Je vois l'homme qui s'est tenu dans une salle de bal et a fait face à une centaine de murmures parce qu'on le lui a demandé par un ami. Je vois un homme de force et d'honneur et de bonté. Je vois l'homme que j'aime. Les mots étaient sortis, les plus terrifiants, les plus honnêtes mots qu'elle eût jamais prononcés. Elle avait jeté son cœur à ses pieds sans aucune idée s'il voudrait ou même pourrait le ramasser. Il la fixa, son visage tout à fait immobile. Pendant un terrible et agonisant instant, elle pensa qu'elle avait fait une erreur catastrophique, qu'elle avait présumé trop, détruit la paix fragile entre eux. Puis, lentement, il leva sa main droite. Il cupa sa joue, son pouce traçant la ligne de sa mâchoire. Son toucher était hésitant, doux, comme s'il touchait quelque chose d'infiniment précieux et fragile. « Edith » murmura-t-il, et sa voix était épaisse d'une émotion qu'elle ne pouvait nommer. Il se pencha et l'embrassa. Ce n'était pas un baiser passionné et exigeant. C'était un baiser de tendresse profonde, de gratitude, de retour au foyer. C'était une confirmation tranquille de tout ce qui s'était passé entre eux sans mots pendant des mois. C'était le scellé d'un pacte. Quand il se retira, ses yeux brillaient. « Je ne sais pas si je suis digne de votre amour, dit-il, mais je passerai le reste de ma vie à essayer de l'être. » Des larmes montèrent aux yeux d'Edith, mais c'étaient des larmes de joie. Elle avait choisi. Et il l'avait choisi en retour. Dans le calme du jardin ressuscité, entouré de la promesse d'une nouvelle vie, leur propre nouvelle vie ne faisait que commencer. Épilogue. 1 an plus tard, une lettre reposait sur la surface polie de la table du petit déjeuner dans la salle du matin à Westbourne. Le soleil qui traversait les hautes fenêtres propres attrapait la crête ducale sur le sceau. Elle était adressée d'une main élégante et fluide à sa grâce la duchesse de Witch. Edith fendit l'enveloppe. C'était une autre invitation. Les Ashworth, implacables dans leur ambition sociale, organisaient une autre assemblée. Elle sourit. 1 an auparavant, une telle chose aurait été une déclaration de guerre. Maintenant, ce n'était qu'un morceau de papier. Elle regarda de l'autre côté de la table. William était là, lisant un rapport de son nouveau régisseur. La salle du matin, autrefois un espace tendu et silencieux, était maintenant leur habitude confortable. Il avait bonne mine. Le regard dur et hanté avait disparu de ses yeux, remplacé par une autorité tranquille, une paix établie. Il s'habillait encore dans ses habits sévères et bien coupés, sa manche gauche encore épinglée avec la propreté habituelle de Fletcher. Le bras n'avait pas repoussé. Les douleurs fantômes venaient encore les nuits humides. La guerre faisait partie de lui, une cicatrice sur son âme autant que sur son corps. L'amour ne l'avait pas guéri. Il avait plutôt fait de la place pour qu'il soit entier avec ses blessures. Il leva les yeux comme s'il sentait son regard,
et sa bouche se courba dans ce rare, familier, presque sourire qui n'était réservé qu'à elle. Une autre convocation de Lady Ashworth? En effet, dit Edith en pliant la lettre. Elle demande l'honneur de notre compagnie. Et que sera la réponse de sa grâce, demanda-t-il, une lumière taquine dans ses yeux gris froids. Edith tapa l'invitation sur la table. Sa grâce pense qu'elle pourrait apprécier une danse. Le sourire de William s'élargit. Il se leva de sa chaise et contourna la table pour se tenir derrière elle. Il posa sa main sur son épaule, sa chaleur s'infiltrant à travers le tissu de sa robe. Ensemble, ils regardèrent par la fenêtre les terrains de Westbourne. Le parc n'était plus un désert enchevêtré, mais un paysage de beauté géré. La maison était vivante, ses fenêtres brillantes, son cœur battant de nouveau régulièrement. Ils avaient trouvé leur propre rythme, une vie bâtie non sur de grandes passions, mais sur une compagnie tranquille, un travail partagé et un respect profond et abidigne. Ils avaient leurs livres, leur jardin, leurs soirées tranquilles au coin du feu. Ils avaient bâti un monde ensemble, un monde d'ordre et de paix, un monde de lumière et d'air. William se pencha et posa un doux baiser sur sa tempe. « Alors nous irons, dit-il, sa voix un murmure bas et content contre ses cheveux. Et cette fois, je crois que le duc de Witch pourrait même connaître les pas. La dernière ligne revient à une image de l'ouverture. La vie tranquille et digne qu'ils ont bâtie ensemble est la résolution. Merci d'avoir écouté l'histoire jusqu'à la fin. Dites-nous de quelle ville vous regardez et ce que l'histoire vous a fait ressentir. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer de nouvelles histoires.